Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut à tous, salut Romu. Alors une petite tactique du jour, tirée de la partie entre Pisso et Garcia, jouée à Cuba en 1980, 17. Le trait est au noir. Et comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite Laurent va tout nous dévoiler de la solution. Alors, on va vite se rendre compte que les noirs sont en bonne posture, puisqu'ils ont envahi le camp de leur adversaire. On constate la présence toujours remarquable d'une tour sur la deuxième rangée, qui est en plus bien soutenue, puisqu'il y a une dame aussi qui s'est incrustée dans le camp adverse, soutenue elle-même par un pion sur E4. On se doute qu'en cas d'échange de dames, notre pion qui deviendrait passé pourrait devenir particulièrement menaçant. Et une dernière chose, enfin pas une dernière chose, mais une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que nous sommes en présence de ce qu'on appelle les fous de couleur opposée, et par expérience, on sait que si dans les finales, ce matériel-là peut aider le défenseur à sauver une partie nulle, dans les milieux de partie, c'est un matériel qui va plutôt favoriser le camp qui attaque, et donc ici, a priori, plutôt le camp des noirs. Après avoir dit que les pièces noires étaient particulièrement actives, on peut souligner justement la passivité des pièces adverses. Le fou B2 est catastrophique derrière les pions D4 et E5 qui lui bouchent la vue, on va dire. La tour B1 n'a pour seule mission que de défendre ce fameux fou sur B2, et de façon générale, les pièces lourdes de notre adversaire sont particulièrement passives sur la première rangée. Un dernier élément dont on peut parler, c'est le roi, qui certes est dans son petit roc, qui n'a pas encore été affaibli puisque les trois pions sont toujours sur H2, G2 et F2, mais voilà, on sent que la tour n'est pas très loin, la dame aussi, le fou est sur une diagonale qui peut l'amener jusqu'à ce roc, donc le roc est affaibli dans la mesure où il y a des pièces noires qui peuvent l'attaquer et peu de pièces blanches qui peuvent le défendre. Alors une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien gentil, mais il faut trouver des coups menaçants pour essayer justement de profiter de notre avantage, et ils ne sont pas si nombreux dans la mesure où l'adversaire est certes passif, mais semble solide. En tout cas, dans l'immédiat, il semble solide. Attaquer le pion F2 n'est pas trivial, on pourrait penser à tour D2 éventuellement pour attaquer la dame, mais on voit pas tellement de suite. Et on pourrait être amené, en fouillant un petit peu la position, à réfléchir au coup E3. Alors Romu, ce coup E3, c'est probablement pas le premier coup qui viendrait à l'esprit. Non, clairement pas, puisque la dame D3 se retrouve sans protection. Donc c'est clairement pas le premier coup qui vient à l'esprit de donner la dame, enfin de sacrifier la dame comme cela. Mais on essaie de comprendre un peu ce que tu as derrière la tête quand tu nous proposes le coup E3. Premièrement, ce pion E3 a le mérite d'attaquer directement le pion F2, en menaçant donc pion prend F2, puisque ce pion serait soutenu par la tour C2. Et donc en faisant pion prend F2, on ferait échec et on attaquerait la tour 1 par la même occasion. Et cerise sur le gâteau, on a également ouvert la diagonale du fou D5, qui maintenant peut s'exprimer, notamment avoir en ligne de mire le pion G2. Donc dans la partie, les blancs ont pris la dame en D3, donc ça on regardera après. Mais on pourrait s'interroger sur les alternatives, notamment sur tour prend E3, pour éliminer ce pion qui a l'air un peu pénible. Mais là, on s'aperçoit rapidement qu'il y a une surcharge de la tour B1 qui est seule à défendre la dame D1, alors que tout à l'heure, la tour 1 remplissait aussi cette fonction, mais maintenant, la tour 1 est en partie, seule la tour B1 défend la dame, mais la tour B1 doit également défendre le fou B2. Et donc là, il suffit d'échanger les dames, de faire dame prend D1, tour prend D1 et tour prend B2 avec une pièce de plus. Ouais. Variante relativement simple, mais qui permet de bien comprendre dans quelle situation sont les blancs, c'est-à-dire que pour l'instant ils tenaient, mais le moindre grain de sable peut totalement détériorer leur situation. Évidemment, un coup comme pion prend E3 n'irait pas non plus, puisque ça ouvrirait la deuxième rangée, et désormais la tour et le fou convergent directement vers le pion G2, et donc après tour prend G2, on comprend bien que ça va rapidement se terminer. Quelles sont les autres alternatives de défense? On pourrait penser à F3 aussi.
en se disant, on va se remettre sur la position, pardon, en se disant, puisque les noirs souhaitent attaquer sur la couleur blanche, eh bien, je vais essayer de défendre ou de renforcer cette couleur. Mais ici, on pourrait profiter d'un nouvel avantage, puisque chaque fois qu'un coup est joué, on peut comprendre quel est le point positif, mais il y a souvent aussi un point négatif. Ici, le point négatif, c'est que la deuxième rangée est un petit peu plus ouverte, et donc on commence par jouer tour D2 pour dévier la dame, et après dame C1, on peut jouer dame G6. Alors en quoi il était utile de dévier la dame? Si on avait joué dame G6 tout de suite, il y avait peut-être des chances de défense, ou en tout cas on pouvait essayer de ralentir ou de faire durer un peu la partie, on va dire, avec un coup comme G3, et peut-être que les blancs pourraient s'en sortir. Après avoir intercalé tour D2, dame C1 et dame G6, désormais sur G3, on aurait notamment un coup comme dame H5, qui n'était pas possible avec la dame sur D1 et la tour en C2, puisqu'il y aurait simplement dame prend C2. Donc F3 ne va pas non plus. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre en magasin pour essayer de se défendre? On pourrait penser à défendre le pion F2 avec tour F1, mais dans ces cas-là, une nouvelle fois, dame G6 semble particulièrement pénible pour les blancs, dans la mesure où ils doivent à la fois parer le mat, mais aussi parer la fourchette, avec le pion E qui devient un pion passé particulièrement embêtant. Donc tout ça, Romu, ça nous amène à penser que les blancs, on ne sait pas s'ils ont bien fait de prendre la dame, mais de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Oui, toutes les variantes qu'on vient de dérouler semblent assez claires, et donc, quitte à mourir, autant que ça soit le ventre plein. Et donc, dans la partie, il a choisi de prendre la dame et de faire dame prend D3. Donc là, sans grande surprise, on va faire pion prend F2. Hop là, pardon. Un petit peu trop appuyé sur la touche lecture. Donc on fait pion prend F2 après dame prend D3, c'était l'idée. Oui. Et ça nous permet, en même temps qu'on fait échec, d'attaquer la tour. Mais on pourrait se dire, attaquer une tour sachant qu'on vient de donner une dame, c'est pas particulièrement décisif ou quoi que ce soit. Donc une fois que les blancs vont bouger leur roi, finalement, si on prend la tour, on aura toujours une dame de retard contre certes un petit peu de matériel, mais pas suffisamment. Et ici, il faut avoir eu l'idée avant de jouer E3, évidemment. On a non pas la prise de la tour E1 qui nous intéresse, mais d'abord la petite déviation ou la petite attraction, pour être plus précis, avec le coup fou prend G2 échec. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de forcer le roi blanc à passer dans le viseur de notre tour, de telle sorte que lorsque le pion va se déplacer, il y aura un échec à la découverte. Et ici, non seulement on va faire échec à la découverte, mais on va surtout faire un double échec grâce à la sous-promotion en cavalier. Si on avait fait une dame, c'était beaucoup moins valable, tout simplement parce que les blancs auraient eu dame prend C2. Mais ici, le fait que l'on fasse ce coup souvent appelé l'arme fatale, le double échec, on ne permet pas aux blancs de jouer autre chose que leur roi. Alors, dans la partie, les blancs ont abandonné, on comprend pourquoi. S'ils avaient bougé leur roi, les noirs récupéraient le matériel investi avec même un grand bénéfice puisqu'ils ont désormais une tour d'avance. Oui, une belle conclusion avec une sous-promotion à la clé, ce qui n'est pas très commun. Hein, c'est quand même assez rare avec autant de pièces sur l'échiquier. Donc, on a pensé que c'était assez amusant de vous montrer ça. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez trouvé un intérêt à l'avoir regardé. Si c'est le cas, likez-la, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir et c'est aussi un moyen pour nous d'avoir un retour sur vos impressions. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout réparez vite cette erreur et abonnez-vous rapidement. Et bien sûr, on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.